Voici une histoire de voiture qui tourne au drame. Par le simple achat d'une voiture d'occasion, un homme va se retrouver en prison. Son aventure est extraordinaire. Alors extraordinaire au sens où on ne comprend pas ce qui est arrivé, mais lui a vécu l'enfer et il va vous en parler maintenant. Le voici avec sa fiancée Mustapha et Zakia. Voici Mustapha accompagné de Zakia. Accusé injustement et incarcéré, il veut être réhabilité. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Mustapha. Bonsoir. Bonsoir Zakia. Vous avez vécu une véritable tragédie, puisqu'à cause de l'achat d'une voiture, on va bien regarder ce reportage pour bien comprendre, vous vous êtes retrouvé en prison. Pendant combien de jours? Pendant 4 jours. Vous étiez combien dans la cellule? Alors, on était une quinzaine au début, après, avant de prendre nos cellules respectives, on était 2 par cellule. Avec qui étiez-vous mélangé dans la cellule? J'étais avec un clandestin. D'accord. Vous avez, ça vous a marqué à tout jamais ces quelques Oui, jours? ça m'a marqué parce que moi je partais en conscience tranquille en vacances et... Alors, encore une fois, c'est un simple achat de voiture d'occasion. C'est pour ça que vous devez regarder très attentivement ce reportage. Ce monsieur a quasiment fait tout dans les règles. Il se retrouve en prison alors qu'il part en vacances. Comment en est-on arrivé là? Regardez cette enquête. Elle est signée Stéphane Leroux, pour sans aucun doute. Je me disais que j'allais y rester. Quand ils l'ont emmené, il avait les menottes. Vous êtes une victime de la construction de l'Europe. Il a tout payé, il a tout perdu. Cet argent, je le récupérerai jamais. Mais ça, c'est une affaire d'État. On pète les plombs. C'est sans fin. C'est sans fin. Mustapha a toujours été un amoureux des belles voitures. En novembre 2001, il a 20 ans, un CDI en poche et un petit salaire. Alors, avec l'aide de ses parents et un lourd crédit, il s'offre une grosse cylindrée comme celle-ci. Un rêve de gosse qui, 1 an plus tard, va se transformer en véritable cauchemar. Sa mésaventure aurait pu arriver à n'importe qui. Voici l'histoire d'un homme qui, à cause d'une voiture achetée d'occasion, s'est retrouvé en prison en Espagne. Tout est parti de ce magazine. J'avais vu une petite annonce qui m'avait intéressé. Donc j'ai pris contact avec le vendeur. La voiture a 54 000 km au compteur, 3 ans d'ancienneté. Le vendeur lui en demande 22 000 €, un prix raisonnable à condition de payer un tiers en liquide et vite, car selon l'homme, d'autres acheteurs seraient sur le coup. J'étais encore chez mes parents, j'avais tout pour moi, j'avais un salaire. Ça faisait 2 ans que je travaillais, j'ai fait des heures supplémentaires, tout ça. L'argent qui rentrait, c'était pour moi. Mustapha emprunte 13 000 € sur 6 ans, un quart de son salaire, le prix de son rêve. Début novembre, il rencontre son vendeur. Il était accompagné de garçons qui me semblaient un peu suspects, donc j'ai emmené la voiture au garage et ils m'ont dit non, il n'y avait pas de problème, tout correspondait. Il a quand même voulu une garantie, carte d'identité, permis de conduire, photocopie de leurs papiers, mais sans problème. Je veux dire, les personnes étaient, entre guillemets, de bonne foi. Sûr de lui, Mustapha se rend à la préfecture pour faire immatriculer son véhicule. Les papiers sont en règle. Le 5 novembre 2001, notre témoin peut rouler tranquille. Pendant un an et demi, tu as quand même été contrôlé maintes et maintes fois par la police, gendarmes. J'ai roulé avec sans problème jusqu'au jour où je me suis rendu... j'ai voulu me rendre au Maroc, au port d'Algeciras. Là, ils m'ont dit que la voiture, elle était volée. Il part paisiblement en vacances au Maroc, mais c'est dans une prison que sa route se termine. 4 jours d'angoisse avant d'être libéré sous caution contre 3 000 €. De retour en France, Mustapha veut retrouver son vendeur, mais la police le lui interdit. Il ne faut pas entraver le cours de l'enquête. Mustapha retourne donc à la préfecture. Il y rencontre un médiateur. Son dossier sera étudié de près à Paris. Il peut en théorie espérer une indemnisation. Cela fait 2 ans qu'il attend. D'emblée, dès qu'on a été voir le médiateur à la préfecture, oui, on va commencer à faire les estimations. Bien sûr, vous allez être indemnisé. La personne du ministère de l'Intérieur, première conversation, c'est une erreur de notre part, vous allez être indemnisé. Et au final, on attend 1 an après, réponse, non, on peut pas. Mustapha et Zakia, sa femme, victime, attendent réparation depuis 2 ans, sans espoir. Comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, nous sommes repartis sur les lieux de cette dramatique épopée. Retour dans les cauchemars de Mustapha, en Espagne. Notre témoin n'a jamais remis les pieds dans ce pays, par peur de la police. Là-bas, il serait en liberté provisoire. À ce jour, personne, pas même son avocate, n'a pu lui dire s'il risquait ou non de retourner en prison. C'est là-bas.
qu'ils ont contrôlé la voiture et que ça allait pas. Donc ils m'ont gardé là-bas 9 heures, sans boire ni manger. Derrière cette barrière, le quai d'embarquement pour le Maroc. Le 23 août 2001, Mustapha présente sa carte grise à un douanier. Là, il est aussitôt mis aux arrêts dans une cellule du port. Il me dit en espagnol que j'ai le droit de garder le silence, tout ce que je dirai sera retenu contre moi. Vu que j'étais tellement paniqué, j'avais pas la force de parler, à la limite si j'allais pas éclater en sanglots. Après une journée de garde à vue et une nuit au commissariat, Mustapha est amené au tribunal d'Algeciras, défendu par un avocat, le même pour la quinzaine d'autres prévenus incarcérés ce jour-là. L'affaire est expédiée. Verdict du juge, Mustapha est soit voleur, soit receleur. Ils m'ont dit soit vous avez 20 000 francs sur vous, vous les payez et vous repartez. Et si vous n'avez pas 20 000 francs, c'est direction la prison. Alors je leur ai donné ma carte bleue ou le chéquier, mais ils ne voulaient pas de chéquier ni de carte bleue. J'avais pas 20 000 francs sur moi. Mustapha n'a pas 3 000 € dans les poches. Il ira donc en prison. Nous avons pris le risque de retourner sur place. Ça angoisse déjà, ça fait rappeler des mauvais souvenirs. Je me disais que j'allais jamais sortir d'ici. À l'approche de ces grilles, Mustapha ne dit plus un mot. La gorge nouée, les souvenirs reviennent. Tout est gris là-dedans. Ça peut évoquer que des mauvais souvenirs. Derrière ces barreaux, Mustapha côtoie des trafiquants de drogue et de voitures volées. Il leur confie son histoire, ils n'y croient pas et le prennent pour un trafiquant simplement très maladroit. Ils me disent « Qu'est-ce que t'as fait pour rentrer là ?» Je lui fais « Ouais, j'ai acheté une voiture sur magazine et une fois arrivé à la douane, ça s'était avéré d'être volé. » Et là, ils m'ont demandé le prix que je l'avais acheté, 140 000 francs, et ils se sont tous mis à rire. Je me suis dit « Mais attends, t'es fou d'acheter une voiture à ce prix-là à Paris à... » Il me fait « Cette voiture-là, cette personne, elle a dû l'acheter 20-25 000 francs à tout casser. » Mustapha se sent abandonné. Sans argent, il ne peut appeler chez lui. Par chance, un gardien de la prison, ému par sa détresse, va lui prêter sa carte téléphonique. Sa famille est déjà au Maroc, seule sa sœur est restée en France. Mustapha l'appelle, personne. Il laisse un message et attend, angoissé. J'étais dans la cour de la prison. Alors, tout le monde était là et là on entend dans les haut-parleurs. Tout le monde lève la tête pour entendre la nouvelle, quoi. Et là j'entends mon nom, Mustapha Ajrini Libertad. Le 27 août 2002, Mustapha est un homme libre. À la sortie de la prison, son frère et sa sœur l'attendent. Remontés en urgence du Maroc, ils ont remué ciel et terre pour réunir les 3 000 € en liquide. N'ayant pas les 3 000 € en possession, j'ai appelé toutes les personnes que je pouvais connaître, quoi. Ils trouvent l'argent, reste à le faire transiter par une banque en Espagne. Une nouvelle galère. Ils ne pouvaient pas nous débiter autant d'argent. Donc, on a fait quoi, 5-6 banques avant? Ouais, à peu près, ouais. Puis, il y a une banque qui n'a pas voulu, on est reparti la voir. Bon, là, c'est là qu'après, j'ai explosé, hein, j'ai pleuré. Je lui ai expliqué que mon frère était en prison, qu'il fallait absolument qu'elle me donne l'argent. Et c'est là qu'elle est partie voir son directeur. Puis après, elle est revenue avec l'argent, en souriant, en faisant... Voilà, j'ai l'argent. C'est bon, j'ai l'argent, quoi. Donc, une fois qu'on a vu l'argent, moi, déjà, je me suis dit, déjà, ça m'a enlevé un poids. Puis directement, on a foncé en prison pour sortir mon frère, quoi. Je savais que mon frère allait venir quand même. Mais je sais qu'il aurait peiné à me chercher parce qu'il leur donnait aucun renseignement. Mustapha aurait-il pu éviter la prison? Pour le savoir, nous sommes retournés à la préfecture avec une question. Comment cette administration a-t-elle pu immatriculer une voiture volée? Sur place, deux hauts responsables nous reçoivent. L'ambiance est tendue. Selon eux, la préfecture n'a rien à se reprocher. Elle a fait son travail. Si leur réseau informatique n'a rien détecté, ce n'est pas de leur faute. Nous, on est en contact avec le fichier des véhicules volés. Hein. En France? Au niveau national? Au niveau national, oui, en France. Si c'est un véhicule volé en Europe? On n'a rien. On ne sait pas. Si c'est pas signalé en France, on ne sait pas. Chose surprenante, les préfectures n'ont pas accès au fichier Schengen, le catalogue européen des voitures volées. Dommage pour Mustapha, sa voiture a été volée en Belgique en juin 2001.
Et si cela n'a pas échappé aux douaniers espagnols, la France, elle, n'a rien vu. C'était le fait que c'est ici et communiqué au lycée français des véhicules volés en France. Voilà. La préfecture est catégorique, elle n'aurait appris le vol que le 27 novembre 2002. C'est écrit noir sur blanc, une affirmation qui ne manque pas de nous étonner. Car 3 mois plus tôt, de retour d'Espagne, Mustapha passe signaler le vol ici même à la préfecture. Début septembre, il porte plainte au commissariat de la ville et 2 mois plus tard, son avocat envoie même un courrier au préfet. Cela, la préfecture ne pouvait l'ignorer. Logiquement, nous demandons à voir la responsable de cette lettre. Notre demande semble embarrassée. En fait, nous, on aimerait voir Elle est en réunion, elle est pas disponible. on va la voir. Impossible de la rencontrer, fin de la conversation. Nous rendons alors visite au médiateur de la République, celui-là même qui a reçu Mustapha 1 an plus tôt. Et là, écoutez bien, son discours est surprenant. Mustapha serait selon lui à moitié coupable. Est-ce que vous n'êtes pas complètement innocent dans cette affaire-là? C'est-à-dire que vous avez acheté une voiture dans la région parisienne, c'est une région à trafic. Vous avez acheté une voiture, une petite annonce, pas chez un garagiste. Vous avez payé en espèces, pas en chèque. Si, on a payé. Oui, mais... petite partie en chèque. D'accord, mais... D'après lui, acheter une voiture d'occasion en région parisienne serait une faute grave. Ce qui est arrivé à Mustapha était prévisible. Et il va plus loin. Il reproche notre témoin d'avoir réalisé son rêve. Vous n'étiez pas obligé d'acheter une grosse voiture, enfin bon. Ouais, bien sûr. Pourquoi vous n'avez pas acheté Parce Parce qu'il n'y avait pas de modèle comme ça. chez un garagiste ayant pignon sur rue, vous voyez? On se retourne vers qui dans ce cas-ci? Vous retournez au ministère de l'Intérieur qui peut peut-être avoir des fonds spéciaux pour ça. Je vous dis, vous êtes victime de la construction de l'Europe. Mustapha et sa femme Zakia repartent comme toujours, sans rien, si ce n'est le nom d'un responsable tout désigné, l'Europe. Intouchable, le coupable idéal. Aujourd'hui, Mustapha continue de payer 325 € par mois pour une voiture qu'il n'a plus. Encore 2 ans de crédit, 2 ans de cauchemar. Sauf si quelqu'un veut bien se pencher un peu plus sur son dossier au ministère de l'Intérieur. Une très belle enquête signée Stéphane Leroux de la rédaction de Sans aucun doute, où l'on a entendu des choses qui nous ont quelque peu horrifiés, déjà de la part du médiateur de la préfecture, qui vous donne donc ce conseil: acheter une voiture en banlieue parisienne est quelque chose de très dangereux. Il faut croire que la banlieue parisienne doit être le nouveau Chicago et que là-bas, il n'y a que des escrocs et qu'il ne faut pas en acheter là-bas. Je lui laisse, bien sûr, la responsabilité de ses propos. Nous allons demander tout de suite à Mustapha, vous l'avez compris en plus, que l'affaire est simple, même si les conséquences sont tragiques. Mustapha, qu'attendez-vous aujourd'hui de cette émission Sans aucun doute? Moi, j'attends que la préfecture me rembourse ce que j'ai perdu. Vous avez perdu l'argent de la voiture, ce que vous avez à rembourser. Vous avez perdu également la caution que vous avez donnée, que vous n'avez jamais récupérée. Donc au total, ça donne une somme de combien? Ça représente 160 000 francs. 160 000 francs, nous parlons en francs. Mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Honnêtement, ce jour-là, on s'est pris une claque. On s'est pris une grosse claque parce que le médiateur avait été vraiment très bien avec nous la première fois où on l'avait rencontré. Et là, aujourd'hui, c'était « Oh ben, vous avez eu ce que vous méritez, en fait ». Quand on a fait comme vous de la prison, pour rien, quand on a vécu ce que vous avez vécu et que l'on tombe sur des discours comme cela, qu'est-ce que vous vous dites, au fond de vous-même? Je vaux pas grand-chose? Bah oui, que je suis pris pour ce que je suis pris. Voilà, un petit Marocain trafiquant. C'est comme ça que vous l'avez ressenti? Je l'ai ressenti comme ça. J'ai pas, avec pas une ressenti. étiquette directement sur On le m'a dos dit, et t'avais pas acheté cette voiture-là, fallait te diriger vers une autre marque et pas une grosse cylindrée. Nous allons donc sans plus tarder essayer d'avoir des explications, je dis bien essayer. Nous allons commencer donc à la base par la préfecture en essayant de joindre la personne qui vous a fait ce courrier très important, puisque cette personne de la préfecture dit noir sur blanc. Nous n'avons été au courant du vol de la voiture que le 27 novembre. Or, le reportage l'a bien montré, il y avait eu des tas de courriers avant les prévenant qu'il y avait eu des problèmes. Donc pourquoi? La régie fait maintenant le numéro. Julien Courbet réussit à joindre l'auteur du courrier destiné à Mustapha. Celui-ci n'est pas très coopératif. Vous lui avez envoyé un courrier? Attendez, moi, je ne sais pas.
Je vais vous passer l'attaché de presse. Hein. Ne quittez pas, monsieur. Madame, vous avez signé un papier que vous avez envoyé à Mustapha. Non, mais excusez-moi, mais j'ai beaucoup de dossiers. Vous m'appelez au téléphone sans que je ne puisse vous répondre, n'ayant pas le dossier de l'intéressé sous les yeux. Consultez-le si vous voulez. Alors, vous ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci. Mais notre interlocutrice ne reprendra pas la conversation. Elle a tout simplement transféré l'appel à un autre service. Oui, bonjour monsieur. Oui, je suis... À quel poste, puisqu'on vient de me transférer sans me dire où? Le poste de l'attaché de presse de la préfecture. D'accord, bien. Madame Julien Courbet, donc de l'émission Sans aucun doute. Julien Courbet revient donc sur l'affaire qui nous occupe. Notre nouvelle interlocutrice l'écoute avec la plus grande attention. Écoutez, moi, en ce qui me concerne, bon, je prends votre demande, hein, je la répercute hein, et je vais voir qui éventuellement pourrait vous répondre sur ce point. Julien Courbet n'obtiendra jamais d'explication de la part de la préfecture qui préfère éviter le dialogue. Nous décidons alors d'appeler le médiateur de la République au ministère de l'Intérieur. Nous demandons maintenant à la régie de faire le numéro. Julien Courbet réussit à joindre le médiateur de la République. Il connaît le dossier et nous fait part des différentes démarches entreprises par ses services. Dès que j'ai été saisi de cette affaire, on a mené notre enquête et le résultat de l'enquête est quoi? C'est qu'il existe un fichier dit Schengen pour les véhicules volés en Europe, mais qu'il est consultable que par les policiers et par les douaniers. Et les fonctionnaires de la préfecture qui donc analysent les documents pour pouvoir donner les papiers officiels en France ne peuvent consulter qu'un fichier des véhicules volés en France. C'est-à-dire que là, il y a à l'évidence un problème incroyable de connexion. Mais quoi qu'il en soit, M. Mustapha a été victime. Nous avons plaidé pour qu'il y ait une indemnisation au niveau du préjudice subi, parce qu'il a perdu son véhicule qui était restitué à l'assurance du propriétaire du véhicule volé en Belgique. Il a fait de la prison. Le ministère de l'Intérieur a refusé. Deuxième élément, il a demandé une indemnisation morale et nous avons aussi soutenu sa demande et nous sommes dans l'attente de la réponse. Donc aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que visiblement, comme le ministère de l'Intérieur a refusé, pour Mustapha, c'est terminé, quoi. Vous êtes en attente peut-être d'une indemnisation pour le préjudice moral, mais sans grand espoir, j'ai l'impression. Je crains qu'effectivement, pour M. Mustapha, et j'en suis désolé, je crains que la réponse soit négative et donc qu'il soit obligé de recourir aux voies judiciaires traditionnelles. Par contre, M. Mustapha peut rendre aussi service à toute une série de personnes qui peuvent se retrouver dans la même situation. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, mais ils sont à côté de moi. Eux, leur problème, c'est demain matin, parce qu'ils remboursent et n'ont pas de quoi rembourser tout ça. Un dernier point, je me dois de vous le dire également, ils ont été reçus donc par un médiateur délégué local qui leur a tenu quand même des propos très désobligeants, leur disant qu'on n'achète pas une voiture en banlieue parisienne, que c'était prendre un énorme risque, et il leur a dit également, monsieur, avec le salaire que vous gagnez, on n'achète pas une voiture de ce prix-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le rôle d'un médiateur de tenir ce genre de propos, mais je me devais de vous le signaler. Alors, à l'évidence, ce propos est tout à fait inconvenant. Les représentants de la médiature de la République ont pour vocation d'écouter, de comprendre, d'entendre et surtout de prendre en considération des gens qui viennent les voir et qui sont souvent dans une difficulté énorme, avec quelquefois un problème qui les dépasse. Et donc nous devons d'abord faire preuve d'humanité, de compréhension, et donc je regrette, et si c'est tel est le cas, je présente mes excuses à M. Mustapha parce qu'à l'évidence, ce genre de comportement n'est pas convenable. Un dernier mot de Maître Novakovic, une avocate de l'émission. Oui, bonjour. Bonjour, Maître. Alors, puisque vous êtes le représentant, si je puis dire, de ces victimes et d'autres victimes, en tant que porte-parole, je vous demande simplement quelque chose de très important, c'est d'insister auprès du ministère de l'Intérieur sur le fait que leur situation est grave, mais au-delà du problème de l'indemnisation, il y a un problème en Espagne. Parce que si demain, ils se rendent en Espagne, il se fera de nouveau incarcérer, car le jugement n'est pas rendu. Vous avez aujourd'hui une caution qui a été donnée, mais on reste toujours sur un vide juridique, car aujourd'hui, il peut être susceptible d'être à nouveau jugé parce que la situation, l'État français n'a pas reconnu sa responsabilité. Or, aujourd'hui, la France, l'État français a une responsabilité dans ce litige et il faut absolument un creux du ministère de l'Intérieur reconnaissant la difficulté, reconnaissant qu'il est innocent. Alors, Maître, merci de cette précision que je ne connaissais pas. Faites-moi, s'il vous le plaît, parvenir cette argumentation que vous voulez développer, que je ne connaissais pas, et je peux me rapprocher auprès de mon collègue médiateur espagnol pour voir comment nous pourrions approcher parce qu'il y a un cette danger. affaire, mais aussi auprès du ministère de l'Intérieur pour qu'effectivement nous puissions faire en sorte que M. Mustapha ne soit pas victime 2 fois ou 3 fois. Bon, je vous remercie 1000 fois de nous avoir parlé et de faire le nécessaire pour qu'il ne soit pas
Déjà qu'il est dans une situation catastrophique, incarcéré une deuxième fois si jamais il passait en Espagne. Merci, M. Courbet. J'adopte donc l'argumentaire de votre conseil avocat. D'accord, Merci. au revoir. C'est une terrible déception pour nous tous, mais ce n'est pas fini. Et nos téléspectateurs vont savoir très rapidement ce qui a été décidé. Mais on va se battre jusqu'au bout. Faites-nous confiance, je vous assure qu'on va continuer. OK? Allez, on vous raccompagne et je vous rappelle dans les jours qui viennent pour vous annoncer, je l'espère, une bonne nouvelle. Pour le moment, la situation de Mustapha est bloquée. Les journalistes de Sans aucun doute vont malgré tout travailler plusieurs semaines pour qu'évolue dans la bonne direction ce dossier délicat. Dans ce dossier très compliqué et dramatique pour notre témoin, quelques secondes se sont écoulées pour vous, plusieurs semaines pour nous. Nous les réinvitons à venir tous les deux sur le plateau de Sans aucun doute. Bonsoir à tous les deux, merci d'être à nouveau présents sur le plateau de Sans aucun doute. Nos téléspectateurs le savent puisqu'ils viennent de le voir, vous vivez avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si vous vous amusez à franchir la frontière espagnole, vous irez directement en prison pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Vous payez un crédit également. Donc nous allons continuer à essayer d'avancer dans ce dossier. Alors il y a une première bonne nouvelle, que vous connaissez d'ailleurs je crois, c'est que nous avons réussi à obtenir que la banque suspende le crédit pendant 6 mois le temps que la lumière soit faite sur ce dossier, ce qui représentait quand même quelque chose comme, je crois... 325 €. 325 €. Donc ça, c'est plutôt déjà une première bonne nouvelle, d'accord? Oui. Bon, ça va vous donner un petit peu d'oxygène. Maintenant, il faut continuer à aller plus loin dans ce dossier. Nous allons essayer de contacter le secrétaire d'État aux droits des victimes pour savoir ce que l'on peut faire dans ces cas-là. C'est parti, la régie fait le numéro. Nous avons donc en ligne Madame le ministre Nicole Guedj, secrétaire d'État aux droits des victimes. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci mille fois d'être avec nous. Donc vous connaissez ce dossier. Je crois que vous-même et vos services avez essayé d'avancer pour en savoir plus et surtout pour permettre à ce jeune homme d'essayer de se sortir de cette situation. Alors, quel est de votre côté le point de la situation? Alors, le point aujourd'hui est que le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites contre 2 personnes qui sont susceptibles d'avoir vendu le véhicule à M. Ajrini. Ils seront jugés. Ceci va permettre, dès à présent, à mon sens, à l'avocat de M. Ajrini de prendre un contact avec la juridiction espagnole pour justifier déjà de sa bonne foi. Une première bonne nouvelle pour Mustapha. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Il va découvrir qu'il peut prétendre à une indemnisation. Nous avons en France des commissions d'indemnisation et on est en mesure de proposer, en cas d'insolvabilité des auteurs, une indemnisation des préjudices matériels. Donc sous certaines conditions, M. Ajrini pourra aussi saisir ce que nous appelons les CIVI, des commissions d'indemnisation des victimes. Nous l'aiderons dans ces démarches. Parfait. Eh bien écoutez, merci Madame le ministre pour cette intervention qui, je pense, va vraiment faire avancer le dossier. Bonne soirée Madame Guedj, merci mille fois. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est une avancée certaine, parce que là, bon, déjà, ça se traite au niveau du ministère, donc c'est quand même pas négligeable. Nous allons maintenant, fort de ces informations et avec l'aide de Madame Guedj, normalement faire avancer ce dossier. Mais ça ne peut pas se régler du jour au lendemain. C'est un dossier vraiment très compliqué, là, auquel nous nous sommes attaqués. Et il va falloir du temps, mais ça va aboutir. Vous avez le ministre avec vous, c'est quand même une bonne chose, je crois. Monsieur, est-ce que vous êtes un petit peu plus rassuré encore? Oui, c'est monté assez haut déjà, là... Ah ben après, plus haut, il faudra appeler qui vous savez, mais je ne l'appelle que dans les grandes occasions. Non, mais je pense que... Soyez patient, mais ça va s'arranger. C'est bien parti. C'est déjà bien. Mais vous prenez contact avec votre avocat, comme on vous l'a précisé, pour que lui se mette en relation avec le délégué français qui est en Espagne. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Voilà. Et on va se retrouver pour une bonne nouvelle prochainement. Rassurez-vous. À bientôt. Honnêtement, on est vraiment satisfait et on remercie toute l'équipe parce que il y a un gros poids qui s'est retiré de nos épaules et on remercie vraiment toute l'équipe et on y croit vraiment cette fois-ci.